retour dans l'Africa Newsroom. Monsieur Portela et nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kambé et Samuel Gembok sont toujours avec nous. Selon les estimations, plus de 50 milliards de dollars, c'est seulement une estimation, sont perdus chaque année à cause des flux illicites, ce qui représente bien plus que l'aide au développement investie dans le continent. Un phénomène qui constitue l'un des défis majeurs auxquels l'Afrique devrait faire face en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Birama Saounera. Et l'évitement fiscaux coûtent 50 milliards de dollars chaque année à l'Afrique. Un phénomène qui entrave le développement économique et les progrès sociaux des pays africains. Pour des observateurs, les sommes quittent le continent africain sous forme de flux financiers illicites. La question de l'évasion fiscale en Afrique se pose de plus en plus avec acuité, mais l'on se rend compte à travers plusieurs rapports, notamment de la Commission économique de l'Afrique qui est à Addis Abeba, que c'est le fait maintenant des multinationales. Les multinationales ont développé des ingénieries financières et fiscales assez sophistiquées qui permettent d'organiser l'évasion fiscale devant tous les acteurs et les États sont relativement impuissants pour mettre fin à cette forme d'évasion fiscale. Près des 2 tiers de ces flux financiers illicites proviennent des activités des entreprises multinationales et d'activités criminelles, dont les trafics de drogue et la corruption. Des mécanismes sont mis en place par les États africains. Cependant, l'application des textes fait souvent défaut. Cette évasion, c'est surtout des flux de la corruption et je ne pense pas que c'est un manque d'outils parce que l'Afrique est à la pointe des outils et souvent même nous dépassons les Occidentaux sur les outils. Un seul exemple, c'est le cas de l'OADA. L'OADA est un instrument qui est très efficace si nous savons nous en servir très correctement. Les textes de l'OADA touchent surtout à tout ce qui peut être recettes, à tout ce qui peut être organisation des structures qui peuvent engendrer des recettes. Et dans ces cas, pourquoi ne pas uniformiser les différentes formes de taxation, les différentes formes de prélèvement et pourquoi ne pas accentuer sur la collaboration en administration locale. Le président du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en Afrique présente ce jeudi le rapport du panel au Parlement africain à Mainland en Afrique du Sud. Le rapport de l'ancien chef d'État sud-africain Thabo Mbeki contient une description du problème ainsi que des recommandations concrètes pour réduire des cas de fraude ou d'évasion fiscale en Afrique. Monsieur Portela, 50 milliards minimum perdus chaque année à cause de l'évasion fiscale et de la fraude, c'est énorme. Oui, c'est énorme parce que ce sont des pertes d'emplois, notamment pour les jeunes. 50 milliards au bas mot, oui. Je crois. C'est vraiment au bas mot, parce que c'est ce qui est à peu près prouvé. Donc ça doit être certainement le double en réalité. Et si à cela il faut ajouter aussi la fuite des capitaux, on se retrouve à pratiquement 200 milliards de dollars. Et c'est dommage parce que, en fait, bon, ce n'est pas de la création de valeur. Donc il va falloir que les États africains trouvent maintenant des systèmes de gouvernance pour pouvoir rapatrier finalement ces fonds-là, inciter à ce que ces fonds-là reviennent et que ça puisse être affecté à de l'investissement productif et notamment en matière industrielle, justement. Alors, Jean-François, comment on arrive à une somme pareille? C'est qu'il y a forcément des failles dans le système. Ben, cela a été expliqué un peu dans le reportage et nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails, mais il y a d'abord des habitudes qui sont prises. Les habitudes qu'ont les gouvernants, les proches des gouvernants, ceux qui devraient payer l'impôt mais qui éventuellement passent au-dessus parce qu'on ferme les yeux, ils sont si proches et si bien aimés. Et puis il y a également des habitudes que l'on prend vis-à-vis des entreprises étrangères. Il faut savoir que les grandes entreprises qui ont une capacité fiscale, en tout cas pour payer l'impôt beaucoup plus grande que beaucoup d'autres, souvent ne payent pas ou ne payent pas assez ou on a au titre de ce que l'on appelle l'incitation à l'investissement. Ils ont un régime fiscal qui est bon. Et puis, je pense qu'on ne met pas assez l'accent sur la lutte contre la fraude fiscale et on ne met pas assez d'accent dessus. Pourquoi? Pour la première raison que j'ai évoquée. Si vous pratiquez une politique de lutte à outrance contre la fraude fiscale et contre le détournement, évidemment, vous allez toucher à qui il ne faut surtout pas toucher. Et c'est un tort. Fondamentalement, je crois que nous avons un problème, et j'en aurais terminé là. Les pays africains n'ont pas une culture de l'impôt. L'impôt,
il a été conçu comme étant le devoir de chacun de contribuer au collectif. Et ça a été le fondement de la démocratie. On contrôle, nous devons payer l'impôt. Le devoir de payer l'impôt en Afrique ne s'est pas ancré. Si on avait le temps, on pourrait parler de l'impôt de capitation. On nous a tellement maltraités avec l'impôt de capitation que vis-à-vis de l'impôt, nous avons une réaction qui est une réaction viscérale. Et c'est peut-être aussi là une des explications. Mais en tout cas, si déjà nos dirigeants avaient une pratique vertueuse en matière d'impôts et imposaient à leurs propres amis d'avoir une pratique vertueuse, on n'en serait pas là. Samuel, c'est un manque à gagner considérable pour un continent qui est en plein développement. Oui, c'est un manque à gagner considérable pour le continent. Il faut identifier les poches qui permettent cette évasion fiscale. Il faut déjà identifier deux principaux pôles, d'abord au niveau du secteur public, ensuite au niveau du secteur privé. Au niveau du secteur public, au niveau de l'administration publique, il faut identifier clairement les processus qui gouvernent l'attribution des marchés, le processus qui arrive à contrôler l'exécution des marchés, ensuite l'exécution des budgets d'investissement. Ce sont là des secteurs ou des trajectoires qui échappent au contrôle de l'État, qui échappent volontairement au contrôle de l'État. Maintenant, au niveau du secteur privé, et la responsabilité des pouvoirs publics est aussi établie, parce que au moment où l'État doit aller faire le recouvrement auprès des entreprises, on fait face à une corruption qui est sans précédent. Donc, si les États veulent récupérer cet argent qui fera beaucoup de mal encore au continent, il faudrait, comme le disait Jean-François, mettre une rigueur dans la gestion des affaires publiques. Le taux de croissance en Tunisie a atteint 1,7% au cours du premier trimestre 2015. Il a donc enregistré une baisse par rapport à la moyenne faite en 2014, qui était à peu près de 2,2%. Les facteurs pouvant expliquer cette contre-performance sont très nombreux. Emmanuel Milimono. La Tunisie enregistre un taux de croissance de 1,7% au cours du premier trimestre 2015, contrairement à l'ensemble de l'année 2014 où il s'est situé à 2,2% selon l'Institut national des statistiques. Un rapport indique par ailleurs que les exportations ont ralenti de 0,9% au mois d'avril 2015, alors que les importations augmentent de 2,3%. Plusieurs autres secteurs ont connu de l'évolution, tels que les industries manufacturières et les services. La Tunisie est en réalité dans une phase de redémarrage économique. L'instabilité politique qui a suivi le processus révolutionnaire a fortement mis à mal l'économie tunisienne. Donc maintenant que les fondamentaux un peu démocratiques ont été consolidés, même si la stabilisation de la vie politique en Tunisie permet de relancer l'économie, il reste toujours cette question sécuritaire. Le taux de croissance sur l'ensemble de l'année 2014 était de 2,2%. Les données actuelles expliquent un résultat en baisse de 0,2% en glissement annuel. L'amélioration des conditions sécuritaires et la promotion du tourisme pourraient permettre de relancer l'économie tunisienne. Le tourisme qui, par exemple, est une manne importante de devises pour la Tunisie. Et justement, si vous ne réglez pas cette situation sécuritaire, vous ne pouvez pas relancer le tourisme. Pour résorber le taux de chômage en Tunisie, il faudrait une croissance de 9 à 10%, même à deux chiffres, et notamment dans les espaces ruraux où le chômage dépasse allègrement les 20 à 25%. Le rapport de l'Institut national des statistiques note également une hausse de 16,6% dans les secteurs des industries agricoles et alimentaires causée par le quadruplement de la production d'huile d'olive. La valeur ajoutée du secteur de l'agriculture et de la pêche devra connaître au cours de l'année 2015 une croissance de 7% contre 2,8% en 2014. Ce résultat est expliqué par la hausse de la production d'huile d'olive de plus de 1000 tonnes. Samuel, une contre-performance qu'on peut expliquer par de nombreux facteurs. Oui, de nombreux facteurs. Il y a le facteur sécuritaire, les attentats qui ont eu lieu il y a quelques mois maintenant ou quelques semaines, qui font que le principal secteur qui booste la croissance économique nationale, notamment le tourisme, en a fait les frais. Il y a aussi l'épineuse, la sempiternelle question de la diversification des économies. Donc la Tunisie
Tunisie fait face à une conjonction de facteurs qui expliquent cette baisse de croissance, et peut-être que dans les années à venir, dans les mois à venir, cette baisse va continuer. Espérons que le ministère de l'Intérieur puisse renforcer le dispositif de sécurité pour que les investisseurs directs étrangers puissent trouver en ce pays des garanties pour investir en toute sécurité. Monsieur Portela ? Oui, je suis tout à fait d'accord sur la diversification. Elle n'est pas seulement d'une manière macroéconomique, mais elle est aussi par filière. Par exemple, là, on constate qu'au niveau du tourisme, l'une des problématiques, c'est que apparemment, ça reste toujours du tourisme de masse. Or, en fait, les consommateurs ont besoin maintenant d'une autre forme de tourisme. C'est là où il faut mettre l'accent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'écotourisme, c'est-à-dire du tourisme avec de la valeur, avec des visites de patrimoine dans les villages, dans les circuits ruraux. C'est ce qu'il faut maintenant développer parce qu'il y a une demande internationale dans ce sens-là. Donc c'est l'une des voies qu'il faudra développer et puis consolider aussi toutes les industries tunisiennes qui sont intégrées dans les chaînes de valeur, notamment tout ce qui est sous-traitance industrielle du haut de gamme par rapport à l'aéronautique ou bien à l'électronique, qu'il faut consolider en termes de capitaux. Jean-François ? Totalement d'accord avec mes chers amis, mais mes chers amis, quel pessimisme, quel monde de pessimisme. On parle ici des résultats du premier trimestre et on est dans des projections à partir de ces résultats sur l'année. Il reste encore 2 trimestres, 3. Si les réformes structurelles ne sont pas vite faites, mais là on est sur quoi? On est sur 0,3 par rapport à ce qui avait été prévu initialement. Et d'un trimestre à l'autre, on peut changer. En tout cas, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il faut attendre pour voir. Vous avez raison sur le structurel. Évidemment, ce structurel-là permettrait de changer, mais de changer d'échelle. On ne serait plus à 2%, on serait à 8%, à 10%, à 2 chiffres, etc. Mais pour le moment, on est au premier trimestre. J'ai tendance à dire ce sont des promesses, de belles promesses, que des projections. Attendons de voir, souhaitons que ça aille mieux, y compris le tourisme. Attendons l'été. Le tourisme, c'est l'été. Après l'été, nous allons voir. Nous allons terminer sur cette note d'optimisme. Merci Jean-François d'avoir été avec nous. Merci Amira et bonsoir à toutes. J'oublie pas tous. Merci à vous également Samuel. Merci Amira, bonsoir. Et merci à vous également Monsieur Portela. Je rappelle que vous êtes président de la CAD, la Coordination pour l'Afrique de demain. La CAD qui a publié un ouvrage sur les industries modernes et compétitives en Afrique. Un livret d'ailleurs qui sera présenté à la Banque mondiale le 27 mai. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. C'est donc la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle émission toujours consacrée à l'agriculture au Cameroun. Le dossier du jour sera consacré au défi de la viabilisation des terres arables dans le pays. À très vite.